Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre au royaume de Prusse. Cette guerre aura pour première conséquence de fédérer tous les États allemands autour de la Prusse. La France perd la guerre après une succession de défaites sur le terrain. L'Empire allemand est proclamé à Versailles le 18 janvier 1871. Le traité de paix, signé le 10 mai 1871 à Francfort, décide entre autres de rattacher au nouvel empire allemand les départements alsaciens et mosellans. L'Allemagne victorieuse se structure en un empire fédéral. Elle devient le pays le plus peuplé et le plus grand en Europe. Ses voisins, déstabilisés par cette unification, cherchent à sortir de leur isolement par la recherche d'alliances militaires. Ainsi, la France et la Russie signeront une convention militaire d'assistance mutuelle en 1892 contre l'Allemagne. Ceci entraîne automatiquement la crainte pour l'Allemagne d'une guerre sur deux fronts, à l'est contre la Russie et à l'ouest contre la France avec son allié anglais. Or, il faut compter 2 mois pour déplacer un corps de bataille, environ 500 000 hommes sur les 1400 km qui séparent ces deux fronts. Les fortifications doivent procurer le temps nécessaire au déplacement des troupes. L'invention de la mélinite et de l'obus à brisance en 1884 imposera de renforcer les ouvrages existants. Il faudra revoir complètement les techniques mises en œuvre pour la construction de nouvelles fortifications. Les obus à brisance sont 25 fois plus puissants que les obus classiques. Le 15 juin 1888, l'empereur Guillaume II arrive au pouvoir à l'âge de 39 ans. Il est jeune et passionné par la chose militaire. Partisan d'une politique mondiale, il est en rupture avec celle du chancelier Bismarck qui démissionne en 1890. Il ne cherche pas forcément à préserver la paix, mais à donner un statut de grande puissance à l'Allemagne. Ainsi, il s'attaque aux positions dominantes françaises et anglaises. La crise de l'obus à brisance qui secoue le corps des ingénieurs fortificateurs intéresse l'empereur. Il se documente, prend l'avis de spécialistes, y compris étrangers, qui proposent des idées nouvelles. Il convoque la commission de défense du pays en janvier 1892 pour trancher la question de la construction du fort de Mutzig, envisagée dès 1884. Faut-il construire le fort dès le temps de paix ? Le 28 janvier 1893, il ordonne la construction du premier ouvrage, le fort Est. Il impose en même temps le recours à la cuirasse en acier pour la protection des canons, ainsi que la forme triangulaire du fort. Les travaux de construction débutent en avril 1893.
un gigantesque chantier s'installe à Mutzig. L'administration se met en place. Le bureau des ingénieurs, les logements pour les familles, la caserne d'infanterie, puis celle d'artillerie sont construits. Une nouvelle gare remplacera l'ancienne, devenue trop petite pour servir de point de livraison et de transbordement. On ouvre une carrière sur les hauteurs du Felsbourg qui domine la ville. Pour acheminer les matériaux et les équipements techniques vers le fort, on pose une voie ferrée en passant par la ville jusqu'au départ du funiculaire, ainsi que près de 20 km de voies sur la colline. Le fort de Mutzig sera baptisé en 1894 Feste Kaiser Wilhelm II. Les embauches se succèdent. De plus en plus d'ouvriers italiens renforcent les équipes. On évalue les effectifs d'ouvriers à environ 1000 à 2000 personnes pendant les 22 ans de construction. Une intense activité gagne la cité. Les Kneipen, bars de l'époque, sont en plein boom. Une question essentielle et fondamentale doit trouver sa réponse au fort de Mutzig. Il s'agit de choisir le système de protection de l'embrasure de tir pour la future tourelle de 105 mm. Minimale ou à éclipse? Huit exemplaires de chaque système seront installés au fort afin de les soumettre à une expérimentation concrète. Après 3 années de tests, la décision sera prise d'opter pour l'embrasure minimale et d'abandonner le système dit à éclipse, jugé trop coûteux, trop compliqué et trop peu efficace. La comparaison des spécifications techniques des tourelles principales françaises et allemandes est éloquente. La tourelle allemande de 105 mm à embrasure minimale pèse 85 tonnes, contre les 260 tonnes de la tourelle Galopin à éclipse française. La tourelle allemande peut tirer 9 coups par minute à une distance maximale de 11 km, tandis que la tourelle française ne peut tirer que 4 coups par minute à une distance maximale de 7,5 km. Ainsi, pour un même budget, la France disposera d'une tourelle contre 3 pour l'Allemagne. Cette décision technique aura une conséquence très importante. L'électrification du fort est nécessaire pour permettre la ventilation des tourelles cuirassées, afin d'évacuer les fumées toxiques produites par les tirs. Cette contrainte sera en même temps le point de départ d'une nouvelle ère, la genèse du monde moderne. Grâce à l'arrivée du courant électrique, les nouveaux ouvrages seront encore plus discrets et sophistiqués dans leur organisation intérieure. Ils seront construits de plus en plus profonds. Le fort de Mutzig, avec ses 7000 hommes, deviendra une véritable ville souterraine. Les 2 premières constructions seront encore organisées sous forme d'un ouvrage unique triangulaire, entièrement entouré par un fossé. Vers 1897, le chantier suivant jette les prémices d'une nouvelle révolution dans l'architecture et l'organisation interne des fortifications. En effet,
La mise en œuvre des ballons captifs vers 1885 permet de localiser les forts monolithiques grâce aux fossés qui les entourent. La solution qui s'impose consistera à supprimer ces fossés, rendant possible l'éclatement des grands forts et la dispersion des diverses parties dans des structures beaucoup plus petites, plus enterrées et reliées par des galeries souterraines. La défense rapprochée sera reportée sur des tranchées de tir. Ainsi, les ouvrages sont plus difficiles à localiser et le risque d'impact sera fortement diminué et rendra impossible une destruction totale. L'avantage est à nouveau du côté de la fortification. Les chiffres suivants sont éloquents et parlent d'eux-mêmes. La Festée occupe une superficie de 254 hectares, l'équivalent de 300 terrains de football. Elle se compose d'une cinquantaine d'ouvrages qui développent un espace souterrain de 40 000 m², jusqu'à 20 mètres de profondeur. Elle est constituée de 500 000 m³ de béton. 5 millions de mètres cubes de terre et de roches ont été déplacés lors de sa construction. Avec ses 22 tourelles, elle peut tirer 158 obus par minute, jusqu'à 11 km de distance. La construction de cette gigantesque fortification ne passe pas inaperçue. Les services de renseignement français ont dressé des croquis assez proches de la réalité. Les effectifs et le nombre de canons sous tourelle sont si importants que les moyens à mettre en œuvre pour l'attaquer sont énormes. « 3 août 1914. La Première Guerre mondiale est déclarée. La mobilisation a débuté la veille. Près de 7000 hommes rejoindront en quelques jours la Feste. Le plan de mise en état de défense sera mis en œuvre sans délai. Une intense activité règne au sein du fort. Il faut déboiser plus de 400 hectares de forêt et de broussailles, poser des kilomètres de fils barbelés, creuser des tranchées, engranger tous les stocks de guerre en nourriture, carburant, munitions, etc. Chaque unité, chaque homme doit trouver sa place. La formation et l'entraînement commencent. Pour l'état-major français, attaquer la Feste nécessitait l'engagement de moyens très importants. 220 obusiers lourds sur les 350 disponibles et près de 70 000 hommes. Ceci explique que le plan 17 de l'état-major français ne prévoyait pas d'attaque dans sa direction. Pourtant, le 14 août, le 1er bataillon des chasseurs à pied reçoit l'ordre de faire mouvement vers le fond de la vallée de la Bruche afin de détruire la ligne de chemin de fer Schirmeck-Saale. Le 99e régiment d'infanterie allemand subit de lourdes pertes et se replie jusqu'à Mutzig. Les troupes françaises avancent jusqu'à la limite de tir des canons du fort et occupent Lützelhouse le 15 août. Le commandant de la Feste, le général August Iffelkoffer, reçoit le 18 août l'ordre de déclencher l'offensive pour chasser les troupes françaises de la vallée de la Bruche. Les canons reçoivent l'ordre de tirer. 291 obus seront tirés en 20 minutes vers 16 h en direction d'Urmat-Lützelhouse.
Cette offensive contraint effectivement les troupes françaises à se replier sur les hauteurs des Vosges, où le front se stabilisera pour 4 ans de guerre. La Feste a rempli sa mission, empêcher toute initiative française en Alsace, à hauteur du verrou Strasbourg-Mutzig. En effet, une offensive sur Mutzig aurait mobilisé les 2/3 de l'artillerie lourde française. Est-ce que la victoire de la Marne aurait alors été possible ? Die ganze Nacht stört uns Gebrumm. Man glaubt, der Teufel geht ihr um. Es war die elektrische Transmission, die sorgte für Ventilation. Le bruit, l'humidité, la promiscuité, les odeurs rendent la vie des hommes très pénible. De nombreux témoignages en attestent. Certaines unités ont passé près de 2 ans à la Feste dans ces conditions. Un soldat écrit dans ses mémoires « Notre cantonnement dans les abris d'infanterie n'était pas satisfaisant. Il manquait l'air frais et la lumière du jour. Les hommes étaient couchés, serrés les uns contre les autres sur les autres dans des casemates éclairées par des lampes électriques, poussiéreuses et ventilées artificiellement, où chaque recoin était utilisé. » Le général von Cler, commandant le service des fortifications, écrit au chef d'état-major fin 1915 « À mon avis, on pourrait, dans l'état actuel des choses, engager une très forte réduction des ressources humaines, troupes et autres, prisonniers, etc. » À partir de 1916, la Feste perd progressivement sa garnison qui bientôt recevra des contingents de prisonniers russes. Le journal de marche du régiment de Passau. Le bataillon est avisé que la compagnie qui occupait le fort Est doit vider les lieux pour faire place à 400 prisonniers de guerre russes. Surveillés par les soldats allemands, ces prisonniers sont mis à contribution pour travailler durement dans des conditions très pénibles. La malnutrition et la tuberculose provoquent de nombreux décès. Les effectifs de prisonniers augmenteront jusqu'à 3000 en 1918. « 1918, la guerre s'éternise.
Les troupes, lassées de cette guerre inhumaine et sans espoir, mais lourde de privations et de malheurs, se tournent vers les idéaux qui ont entraîné la révolution russe. Les premiers comités de soldats se créent. La colère gronde. Au fort, les premiers pillages en octobre accélèrent la décomposition de l'appareil militaire. Le chef de l'état-major de la section d'armée A, le général von Holderhausen, décrit dans son rapport de décembre 1918 le déroulement dramatique des derniers jours de guerre. Le moral de nos troupes est fortement déprimé après notre nouvelle initiative de paix. La révolution en marche à Kiel, puis un peu partout, a eu un impact bien plus important sur la section d'armée A, car de nombreuses garnisons de formation de réserve se situaient immédiatement derrière son secteur. Des agitations se produisirent d'abord en pays de Bade et en Alsace, des comités de soldats, d'ouvriers se sont dotés de moyens politiques, policiers et même militaires. De nombreux rapports documentent amplement le naufrage de la domination militaire. Le magasin d'intendance de Mutzig décrit les derniers jours de l'évacuation. Le vendredi 15 novembre 1918 au matin, arrivent les premiers wagons. On s'active fébrilement pour sauver un maximum de stock de nourriture. Les camions devront circuler toute la nuit. Les conducteurs arrêtent pourtant le travail vers minuit, car ils ont été attaqués sur la route de la Feste Kaiser Wilhelm II, par Molsheim-Sulz-les-Bains, par des bandes et que les véhicules ont été pillés, malgré la surveillance. Un camion chargé de 60 sacs de farine est arrivé à destination avec seulement 15 sacs. Le chargement a été poursuivi jusqu'au dimanche 16 novembre 1918 au soir. Une grande partie des chargements aura probablement été dérobée lors du transport. Dès le 12 novembre, l'administration militaire allemande avait fait retirer 1 million de boîtes de conserve de viande de la caserne d'artillerie de Mutzig. Un tel fait ne pouvait être tenu secret. La colère grondait et l'explosion était inévitable, note le journal de marche du dépôt logistique de Mutzig. Le groupe d'armée Castelnau reçoit le message par radio que la posture agressive de la population de Mutzig imposait l'évacuation de toutes les troupes de la Feste Kaiser Wilhelm II et de Mutzig pour éviter des heurts et que le sang ne coule. Après le départ, le 17 novembre au matin, du gros des troupes de Mutzig et de la Feste, le pillage et les vols par la population ont commencé, et à tel point que les personnels de la Feste ont eu toutes les peines à se mettre à l'abri de la foule qui s'était appropriée de nombreuses armes. Les troupes françaises du 2e bataillon du 47e régiment d'infanterie feront leur entrée triomphale à Mutzig au matin du 18 novembre 1918. Le traité de Versailles en 1919 ne résoudra pas le problème de cohabitation en Europe. Cette occasion unique de transformer les rapports de force en rapports de partenariat et d'entente, la der des der, plus jamais ça, n'a pas été entendue des négociateurs de Versailles, malgré les 10 millions de tués et les 20 millions de mutilés de guerre.
la fin de la Deuxième Guerre mondiale verra enfin naître les premières tentatives de rapprochement franco-allemand afin de régler les problèmes pacifiquement. L'Europe se construira peu à peu, difficilement, mais elle nous protège depuis 73 ans de la guerre et nous apporte depuis une prospérité jamais atteinte dans le passé.